Bonjour. Vous savez, quand on pense à la sécurité d'une banque, on imagine tout de suite les gardiens, les caméras, même des simulations d'effraction. Oui, c'est une bonne image. Eh bien, pour nos logiciels, nos applications, c'est un peu pareil. L'enjeu est similaire. Comment on s'assure qu'ils tiennent le choc face aux attaques? C'est exactement là qu'interviennent ce qu'on appelle les tests d'intrusion applicatifs ou pen testing si vous préférez. Pen testing applicatif, d'accord. En gros, l'idée c'est de simuler, de mimer ce que ferait un cyberattaquant pour trouver les failles. Avant qu'un vrai pirate nous les trouve, j'imagine. Voilà, exactement. C'est une approche proactive, bien plus sensée que d'attendre d'avoir un problème pour réagir. Logique. Alors, aujourd'hui, notre exploration, elle va porter là-dessus, hein. On va décortiquer un peu les étapes clés pour construire cette sécurité, regarder les différents types de tests qui existent, et puis les erreurs, les vulnérabilités qu'on rencontre le plus souvent. Un beau programme. Commençons par la base, alors. Quelles sont ces étapes clés pour sécuriser une application? Alors la première, c'est assez logique, il faut identifier les faiblesses. D'accord? Ça veut dire faire des évaluations régulières, bien sûr, mais surtout des tests d'intrusion bien ciblés, pour aller chercher ce qui n'est pas forcément visible au premier abord. Identifier. Compris. Et après avoir trouvé ces points faibles potentiels, on fait quoi? On évalue la solidité? J'imagine que c'est plus que juste vérifier si la porte est fermée à clé. Ah oui, c'est bien plus profond. La deuxième étape, c'est justement d'évaluer la sécurité sous toutes ses coutures. On regarde l'architecture générale de l'application. Mhm. Le code source lui-même, bien sûr. Là, on peut faire des revues de code manuel ou utiliser des outils automatiques, ce qu'on appelle SAST. SAST. Oui, pour Static Application Security Testing. Ces outils lisent le code pour y chercher, par exemple, des mots de passe écrits en dur ou des API qui seraient mal protégés. Ce genre de choses. D'accord. Et puis, il faut aussi regarder l'environnement où l'application tourne. La configuration des serveurs, les pare-feux, etc. C'est assez complet. Et la fameuse conformité, alors, on entend souvent parler de RGPD en Europe, IPA aux États-Unis. C'est juste une contrainte administrative. C'est la troisième étape. Et non, c'est vraiment plus que ça. Assurer la conformité, c'est essentiel pour la confiance des utilisateurs, pour montrer le sérieux de l'entreprise. Ce n'est pas juste pour éviter les amendes. D'accord, c'est aussi une question d'image et de qualité. Tout à fait. Et ça demande des contrôles rigoureux, des preuves qu'on peut montrer lors d'audits, pour être sûr que les données personnelles, par exemple, sont bien protégées selon les normes. Logique. On a identifié, évalué, vérifié la conformité. Il reste quoi? Limiter les dégâts si quelqu'un arrive quand même à entrer. C'est un peu ça. La quatrième étape clé, c'est de minimiser l'accès non autorisé. Et là, on utilise des techniques assez connues, mais fondamentales. Comme, L'authentification forte. Idéalement, l'authentification multifacteur, le MFA. oui, le code sur le téléphone en plus du mot de passe, par exemple. Voilà. Le chiffrement systématique des données sensibles, aussi bien quand elles voyagent sur le réseau qu'une fois stockées, En transit et au repos, comme on dit? c'est ça. Sans oublier les mises à jour régulières de tous les composants, la sensibilisation des équipes contre le phishing, et puis l'application très stricte du principe du moindre privilège. Le moindre privilège. Oui, ça veut dire que chaque utilisateur, chaque composant du système ne doit avoir accès qu'aux informations et aux fonctions qui lui sont strictement nécessaires pour faire son travail. Pas plus. D'accord, ça limite la surface d'attaque. Ces quatre étapes, ça nous donne un bon cadre. Maintenant, pour les tests d'intrusion eux-mêmes, vous parliez de SAST tout à l'heure, il y a d'autres méthodes, DAST aussi. Exactement, on a plusieurs approches. Le SAST, l'analyse statique, on l'a dit, ça examine le code source ou le binaire sans exécuter l'application. C'est très bien pour trouver des problèmes tôt, pendant le développement. Un peu comme relire une partition de musique avant de la jouer. Et le DAST, du coup, c'est l'inverse. On joue la musique pour voir si ça sonne juste. C'est une bonne analogie. Le DAST, l'analyse dynamique, teste l'application pendant qu'elle fonctionne. On lui envoie des requêtes, on essaie de l'attaquer pour voir comment elle réagit en temps réel. Ça permet de trouver des erreurs qui n'apparaissent que quand l'application tourne vraiment. Donc on a l'analyse du code au repos et l'analyse de l'application en fonctionnement. Il y a quelque chose entre les deux? Oui, il y a l'IAST pour Interactive Application Security Testing. Ça combine un peu les deux mondes. L'outil surveille l'application pendant qu'elle tourne, comme le DAST, mais il a aussi une vision de l'intérieur du code, un peu comme le SAST. Ça permet souvent de localiser les failles de manière très précise. Intéressant. Et j'imagine qu'il y a des tests encore plus spécifiques. Bien sûr, on a par exemple MAPT qui se concentre sur les applications mobiles. Stockage de données non sécurisées sur le téléphone, mauvaise gestion de session, authentification faible. Et le WAP
pour les applications web qui ciblent les classiques comme l'injection SQL ou le XSS, en essayant d'imiter les tactiques des pirates sur le web. D'accord. Ces différentes méthodes servent donc à chercher des problèmes bien particuliers. Justement, parlons-en. Quelles sont les vulnérabilités qu'on retrouve le plus souvent grâce à ces tests? Injection. La plus connue, c'est l'injection SQL. Ah oui, celle-là on en entend souvent parler. C'est quoi exactement? En gros, c'est quand l'application prend une donnée qui vient de l'utilisateur, par exemple, quelque chose tapé dans un formulaire, et qu'elle l'utilise directement pour construire une commande, souvent une requête vers la base de données. Si l'attaquant est malin, il peut insérer des morceaux de commande dans les données qu'il envoie. Et du coup, il peut manipuler la base de données? Lire des infos, les modifier, exactement. Pour éviter ça, la règle d'or, c'est de ne jamais faire confiance à ce qui vient de l'extérieur. Il faut absolument nettoyer, assainir ces données et surtout utiliser ce qu'on appelle des requêtes préparées. Ça permet de bien séparer la commande SQL des données pour que l'une ne puisse pas être interprétée comme l'autre. Très clair. Une autre faille fréquente. Le cross-site scripting, le XSS. Là, le but de l'attaquant, c'est d'injecter un petit bout de code, souvent du JavaScript, dans une page web. Et après? Et après, quand un autre utilisateur va visiter cette page, son navigateur va exécuter ce code malveillant sans s'en rendre compte. Ça peut servir à voler des informations, comme les cookies de session, pour usurper son identité par exemple. Et la parade, c'est un peu la même idée que pour l'injection? Oui, en partie. Il faut valider et nettoyer tout ce qui vient de l'utilisateur et qui pourrait être affiché sur une page. Et on peut aussi utiliser des mécanismes de sécurité dans le navigateur, comme la Content Security Policy, la CSP, qui dit au navigateur quelles sources de scripts ou d'images sont autorisées pour ce site. D'accord. On a parlé d'usurper une session. J'imagine que les problèmes d'authentification en général sont courants. Ah oui, l'authentification défaillante, c'est un grand classique, malheureusement. Ça couvre beaucoup de choses. Des mots de passe trop simples, des mécanismes de récupération de mots de passe fragiles, une mauvaise gestion des jetons de session. Et là, la solution miracle, c'est le MFA dont vous parliez. Disons que l'authentification multifacteur, c'est une des meilleures défenses, oui. Ça ajoute une couche de sécurité vraiment significative. Avoir des politiques de mots de passe robustes, c'est bien aussi, mais le MFA, c'est quand même un gros plus. Et qu'en est-il des données sensibles qui se retrouvent dans la nature? Les fuites de données. C'est l'exposition de données sensibles. C'est un autre point critique. Si des informations personnelles, bancaires, médicales ne sont pas correctement chiffrées, que ce soit pendant leur transfert ou quand elles sont stockées. Au repos, oui. Alors une faille ailleurs peut avoir des conséquences désastreuses. Donc, chiffrement fort, obligatoire, et des politiques très claires sur qui peut accéder à quoi. Et enfin, une dernière catégorie très fréquente, ce sont les erreurs de configuration de sécurité. C'est-à-dire? Des réglages par défaut qui ne sont pas sécurisés sur un serveur, un service cloud mal configuré, des permissions trop larges laissées par erreur, des choses qui peuvent ouvrir des brèches. Des audits réguliers et toujours ce principe du moindre privilège aide beaucoup à limiter ça. Donc si on essaye de résumer tout ça, ces tests d'intrusion applicatifs, c'est un peu comme demander à un serrurier expert de tester toutes les serrures et les alarmes de la maison avant qu'un cambrioleur ne passe. C'est une excellente image, oui. C'est vraiment une démarche proactive indispensable aujourd'hui. Il faut donc d'abord identifier les points faibles, ensuite évaluer la sécurité dans son ensemble, s'assurer qu'on est conforme aux règles, et puis minimiser les possibilités d'accès. Exactement. Et pour ça, on utilise les différents types de tests, comme SAST, DAST, IST, pour traquer activement les failles courantes comme les injections, le XSS, les problèmes d'authentification, etc. C'est très clair. Pour terminer notre exploration, une petite question pour réfléchir. Vu que les applications sont absolument partout dans nos vies maintenant, quelle serait, d'après vous, la mesure de sécurité unique qui, si tous les développeurs l'adoptaient demain, aurait l'impact le plus fort, le plus immédiat sur notre sécurité numérique à tous? Vaste question. C'est pour laisser matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.